Des jumelles pauvres vendent un tableau de famille à un jeune milliardaire, mais quand il voit qui est sur le portrait, il se met à pleurer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil commençait à disparaître derrière les gratte-ciel quand Sadie ouvrit le réfrigérateur pour la 3e fois de la journée. Les gargouillis dans son estomac l'empêchaient de dormir. La faible lumière éclairait la même scène désolante. Une bouteille d'eau à moitié vide, un pot de beurre raclé jusqu'au fond et quelques sachets de condiments oubliés. Rien à manger. Il y a quelque chose dedans ? Demanda Nora, sa sœur jumelle, depuis la petite table de la cuisine où elle tripotait un crayon usé. Rien, répondit Sadie en refermant la porte avec un soupir. Bien qu'elle n'ait que 5 ans, les deux fillettes comprenaient très bien ce que signifiait avoir faim. Dans la pièce voisine, Claire, la mère des filles, parcourait les petites annonces dans le journal, à la recherche d'offres d'emploi. Elle entourait les annonces prometteuses avec un stylo rouge, mais les cercles se faisaient de plus en plus rares. 3 mois de chômage et ses économies s'étaient envolées. La semaine dernière, le loyer était en retard, les factures s'accumulaient et maintenant, même la nourriture manquait. Claire passa une main dans ses cheveux bruns et tenta de retenir ses larmes. Elle ne pouvait pas laisser les filles voir son désespoir. Elle avait envoyé son CV partout, passé des entretiens, mais entendait toujours la même réponse, « On vous recontactera ». Le téléphone ne sonnait jamais. « Maman », appela Nora en entrant dans la pièce, Sadie juste derrière elle, « On a faim ». Claire força un sourire, le cœur serré. « Je sais, mes chéris. Demain, ça ira mieux, je vous le promets. Maintenant, essayez de dormir un peu plus, d'accord ?» Les filles se regardèrent. Elles étaient petites, mais pas dupes. Elles avaient entendu la même promesse ces derniers jours. « Viens, Nora », dit Sadie en ramenant sa sœur dans la chambre qu'elle partageait. C'était un espace minuscule avec 2 lits jumeaux et une vieille commode. Sur le mur à la peinture écaillée, un unique tableau encadré attirait l'attention, la seule belle chose dans cet appartement exigu. C'était un portrait de famille peint à la main dans un cadre en bois sombre. Il montrait des gens que les filles ne connaissaient pas, d'une époque qu'elles n'avaient pas vécue. Claire leur avait dit que c'était ses grands-parents et arrière-grands-parents, devant une maison de campagne qui n'existait plus. « C'est le seul souvenir que j'ai de ma famille », disait-elle chaque fois que les filles posaient des questions sur le tableau. Nora s'assit sur le lit, se tenant le ventre. « Je ne peux pas dormir quand j'ai faim. » Sadie regarda le tableau, puis sa sœur. Une idée commença à germer dans sa tête. « Et si on vendait le tableau ? Le tableau de maman ? Elle sera triste. » « Mais elle est plus triste quand on a faim, » argumenta Sadie. « On achètera à manger et on lui expliquera après. » Nora hésita, mais les gargouillis dans son estomac parlèrent plus fort. « Comment on va le vendre ? Il y a plein de gens riches en ville. Ils peuvent payer pour le tableau et on pourra acheter à manger. » Le plan était risqué, mais dans l'esprit des 2 enfants, il était parfaitement logique. Elles attendirent que Claire s'endorme, épuisée après une autre journée de recherches infructueuses. Prudemment, Sadie monta sur une chaise et décrocha le tableau du mur. Il était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. « Viens, on va l'emballer », chuchota-t-elle à sa sœur. Elles trouvèrent un vieux journal et enveloppèrent le tableau du mieux qu'elles purent. Le résultat n'était pas très joli, mais il faudrait s'en contenter. Les 2 fillettes s'habillèrent en silence, prirent la clé de secours que Claire gardait dans un tiroir de la cuisine, le cœur battant, elles quittèrent l'appartement. L'ascenseur étant en panne, comme toujours, elles descendirent les 5 étages en essayant de ne faire aucun bruit. Le vieil immeuble semblait encore plus effrayant la nuit, avec ses lumières vacillantes et ses ombres étranges sur les murs. Mais la peur de la faim était plus grande que tout autre. Dans la rue, l'air froid de la nuit les accueillit. Le quartier où elles vivaient était modeste, avec des immeubles usés et des rues mal éclairées. Sadie tenait fermement la main de Nora, ainsi que le tableau partiellement emballé. « On va où ?» demanda Nora, la voix tremblante. « En ville, là où il y a les magasins chers. » Elles marchèrent pendant une 20aine de minutes, suivant le chemin qu'elles prenaient avec leur mère pour aller à l'arrêt de bus. Les rues devinrent plus lumineuses à mesure qu'elles approchaient du quartier commerçant. Des vitrines rutilantes exposaient des vêtements, des bijoux et d'autres articles que les filles ne pouvaient qu'admirer de loin. Il était plus de 8 heures du soir, mais le centre-ville était encore animé. Des gens se pressaient avec des sacs de courses, des couples se tenaient la main et des cadres parlaient sur leur téléphone portable. Personne ne prêtait la moindre attention à 2 petites filles portant un tableau mal emballé. « Comment on saura qui veut l'acheter ?» murmura Nora, intimidée par la foule. «
Sadie regarda autour d'elle, cherchant quelqu'un qui semblait gentil. Son regard se posa sur un homme grand, en costume sombre, qui venait de sortir d'une boutique de luxe. Il avait les cheveux grisonnants aux tempes et un visage sérieux, mais il n'avait pas l'air effrayant. « Allons parler à ce monsieur », décida Sadie, entraînant Nora avec elle. John Miller venait d'acheter une montre ridiculement chère dont il n'avait pas besoin. C'était juste un autre article pour sa collection, un autre objet pour combler le vide de la demeure où il vivait seul. À 45 ans, il avait bâti un empire financier, mais souriait rarement. Le succès professionnel contrastait vivement avec la solitude personnelle. Pas de femme, pas d'enfants, pas de vrais amis. Il s'apprêtait à monter dans sa voiture quand il sentit une traction sur la manche de son manteau. « Monsieur » appela une voix d'enfant. « Monsieur, s'il vous plaît. » John baissa les yeux et vit deux filles identiques, aux cheveux bruns et aux grands yeux. Elles ne pouvaient pas avoir plus de 5 ou 6 ans. L'une d'elles tenait un tableau encadré, mal enveloppé dans du vieux papier journal, laissant apparaître une partie du cadre en bois sombre. « Qu'est-ce que vous faites ici toute seule » demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Où sont vos parents ?»« On veut vendre ça » dit Sadie en tendant le tableau qu'elle portait. « Vous voulez l'acheter » John jeta un coup d'œil alentour, cherchant un adulte qui pourrait être avec les enfants. Il ne vit personne leur prêter attention. « Vous ne devriez pas être dehors à cette heure. C'est dangereux pour vous d'être seul. »« S'il vous plaît, » insista Nora, les yeux s'emplissant de larmes, « on veut juste acheter à manger. » La simplicité de ces mots frappa John comme un coup de poing à l'estomac. Des enfants qui demandaient à acheter de la nourriture, pas des jouets ou des bonbons. « Laissez-moi voir ce tableau, » dit-il, son ton s'adoucissant. Sadie tendit le tableau à John, qui retira le reste du papier journal. C'était une peinture ancienne, bien conservée, montrant une famille devant une maison de campagne. Le style était typique du début du XXe siècle. Lorsque ses yeux se concentrèrent sur les visages du portrait, son cœur s'arrêta brusquement. Il reconnut la maison, le domaine de campagne où il avait passé les étés de son enfance. Et les visages ? C'étaient ses grands-parents, ses tantes et oncles, ses parents. C'était un portrait de sa propre famille. Ses mains se mirent à trembler. Il avait complètement oublié ce tableau, un héritage familial qui était resté avec sa sœur, Claire, lorsqu'il s'était disputé il y a 7 ans. Il ne se souvenait même plus de son existence. « Où avez-vous eu ça » demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. « C'est de chez nous » répondit Nora, ne comprenant pas la réaction de l'homme. « C'est le seul tableau qu'on a. Qui est votre mère » demanda John, suspectant déjà la réponse. « Claire » dit Sadie. « Claire Miller. » Les genoux de John faillirent se dérober. Claire Miller, sa sœur cadette, avec qui il avait coupé les ponts il y a 7 ans. Leur relation s'était brisée lorsque John, consumé par son propre succès et son ambition, avait repoussé sa famille. Son arrogance et son égoïsme avaient créé un fossé entre eux. Il ne pensait qu'à lui-même, à son empire, tandis que Claire essayait de maintenir les valeurs familiales. Il n'avait jamais imaginé qu'elle aurait eu des enfants après leur rupture. Et maintenant, ses fillettes de 5 ans se tenaient devant lui. « Où est votre mère » demanda-t-il, essayant de contrôler ses émotions. « Elle est à la maison » expliqua Nora. « Pas de travail, pas de nourriture. »« Maman cherche du travail dans le journal tous les jours » ajouta Sadie, « mais personne ne l'appelle. » John prit une profonde inspiration, essayant de digérer l'information. C'étaient ses nièces, les filles de Claire, et elles mouraient de faim. Sa propre famille souffrait pendant qu'il vivait dans le luxe, indifférent au monde. « Avez-vous faim » demanda-t-il en posant délicatement le tableau. Les deux filles hochèrent vigoureusement la tête. « Allons manger quelque chose, puis vous pourrez m'en dire plus sur votre mère. » Il emmena les filles dans un restaurant voisin, un endroit confortable avec des banquettes en bois et un éclairage doux. Les jumelles regardaient toutes avec de grands yeux, comme si elles n'avaient jamais été dans un tel endroit. « Vous pouvez commander tout ce que vous voulez, » dit John en s'asseyant. « Vraiment » demanda Sadie, incrédule. « Vraiment » Les filles commandèrent des hamburgers, des frites et des milkshakes. Elles mangèrent avec une telle avidité que John sentit un pincement au cœur. Pendant qu'elles mangeaient, il posa des questions subtiles, essayant de comprendre la situation de Claire. « Depuis combien de temps votre mère ne travaille plus ?»« Longtemps » répondit Sadie entre deux bouchées. « Elle regarde dans le journal tous les jours. »« Et où habitez-vous ?»« Dans un vieil immeuble, » dit Nora, « au 5e étage, mais l'ascenseur est cassé. »« Et votre père ?» John hésita à poser cette question. Les jumelles se regardèrent, confuses.
On n'a pas de papa, répondit simplement Sadie. John hocha la tête, 1000 questions lui traversant l'esprit. Qu'était-il arrivé au père des filles? Pourquoi Claire ne l'avait-elle jamais contacté pour de l'aide, même dans une situation aussi désespérée? Maman ne parle pas beaucoup de lui, commenta Nora en croquant une frite. Elle dit qu'il était gentil, mais qu'il est parti au ciel. On ne l'a jamais connu, ajouta Sadie. John resta silencieux, absorbant l'information. Le père des filles était décédé et Claire avait tout affronté seule. Un sentiment de culpabilité commença à grandir en lui. Pendant qu'il bâtissait sa fortune, sa sœur luttait pour survivre. Maman pleure parfois en regardant le tableau, dit soudain Nora. Elle dit que c'est de sa famille. Et ça l'est, confirma John, sentant sa gorge se serrer. C'est de notre famille. La nôtre? Demanda Sadie, confuse. John réalisa qu'il en avait trop dit. Je veux dire, de la famille de votre maman. Les filles continuèrent de manger, inconscientes de la tempête d'émotions que John vivait. Pour elles, il n'était qu'un homme gentil qui avait acheté leur tableau et leur avait donné à manger. Pour lui, c'était une réunion avec une partie de sa vie qu'il avait laissée derrière lui. Alors que les jumelles finissaient leur milkshake, John observait chaque détail. La façon dont Sadie clignait rapidement des yeux quand elle était excitée, tout comme Claire le faisait, la façon dont Nora penchait la tête quand elle était pensive, un trait de la famille Miller. Comment n'avait-il pas remarqué tout de suite? Elles étaient le portrait craché de sa sœur. Le tableau est important pour votre mère, demanda-t-il quand elles eurent fini. Oui, répondit Nora. C'est la seule jolie chose dans notre maison. Maman va être triste, dit Sadie, l'air regrettant pour la première fois. Mais on avait vraiment faim. Le cœur de John se serra. Ne vous inquiétez pas, je garderai le tableau en sécurité. Un jour, peut-être qu'il reviendra vers vous. Les filles sourirent, soulagées. John appela le serveur et paya l'addition. Pendant qu'ils attendaient la monnaie, il se demanda comment il aborderait Claire après tant d'années. L'orgueil qui l'avait empêché de la contacter semblait maintenant si petit, si insignifiant face à la réalité qu'il venait de découvrir. « Combien vous allez payer pour le tableau ?» demanda Sadie, ramenant John au présent. Il sourit pour la première fois de la soirée. « Je paierai $100. C'est un bon prix ?» Les yeux des filles s'écarquillèrent. Elles n'avaient jamais vu autant d'argent. « C'est beaucoup !» s'exclama Nora. John sortit l'argent de son portefeuille et le donna aux filles. « Tenez, achetez de la nourriture pour vous et pour votre mère. » Sadie prit les billets avec précaution, comme s'ils étaient en verre. « Merci, monsieur. On va acheter tellement de nourriture, » dit Nora, excitée. « Maman va être si contente. » John regarda les filles mettre l'argent dans les poches de leur manteau. Elles étaient si petites, si vulnérables. Comment Claire avait-elle pu les laisser sortir seules la nuit? Peut-être qu'elle ne le savait pas. Peut-être était-elle si désespérée que les filles avaient décidé de prendre les choses en main. « Vous devez rentrer maintenant, » dit John en regardant sa montre. « Votre mère doit être inquiète. »« On connaît le chemin, » l'assura Sadie. John hésita. Devait-il les ramener? Mais s'il se présentait à la porte de Claire après tant d'années, à l'improviste, cela pourrait empirer les choses. Il devait réfléchir à la manière d'approcher sa sœur. « Vous êtes sûr de savoir comment rentrer? » « Oui, » confirma Nora, « on est venu à pied. » John décida que la meilleure stratégie serait de les suivre discrètement, de découvrir où elles habitaient, puis de planifier comment renouer avec Claire. « Alors soyez prudente, et achetez aussi de la nourriture pour votre maman. » Les filles hochèrent la tête, rangeant l'argent dans leurs poches. Elles se levèrent de table, à la surprise de John, lui firent chacune un câlin autour de la taille. « Merci pour la nourriture, » dit Sadie. « Et pour l'argent ?» ajouta Nora. John sentit une boule dans sa gorge. « De rien. » Les jumelles quittèrent le restaurant, discutant avec enthousiasme de ce qu'elles allaient acheter avec l'argent. John les regarda par la fenêtre, si petite et déterminée, traversant le trottoir animé. Il attendit quelques minutes, paya l'addition et sortit à son tour. Au loin, il les repéra, marchant main dans la main, leurs boucles brunes rebondissant à chaque pas. Discrètement, il commença à les suivre. Il garda une distance de sécurité pour ne pas les effrayer, mais assez proche pour ne pas les perdre de vue. À chaque pâté de maison qu'elle parcourait, les commerces devenaient plus simples, les rues moins éclairées. Elle laissait derrière elle les vitrines scintillantes, les restaurants chers, les voitures de luxe. John réalisa qu'elles entraient dans un quartier beaucoup plus pauvre de la ville. Les filles s'arrêtèrent dans une petite épicerie de quartier, encore ouverte à 7 heures.
John se tint de l'autre côté de la rue, les observant entrer. 10 minutes plus tard, elles sortirent, portant 2 sacs en plastique qui semblaient lourds pour leurs petits bras. Il continua de les suivre pendant quelques rues encore. Finalement, elles s'arrêtèrent devant un vieil immeuble de 5 étages. La façade était écaillée, certaines fenêtres avaient des vitres cassées, et l'entrée n'avait ni portier ni système de sécurité. Les jumelles montèrent les marches du perron et disparurent dans le hall faiblement éclairé. John resta sur le trottoir d'en face, regardant l'immeuble délabré. C'était là que se trouvait sa sœur, sa famille, vivant dans des conditions qu'il ne pouvait même pas imaginer pendant qu'il amassait des fortunes. Il ressentit de la honte, de la culpabilité, du regret, des émotions qu'il avait évitées pendant des années. Pourquoi avait-il laissé l'orgueil prendre le dessus? Pourquoi n'avait-il jamais essayé de prendre contact, même s'il savait où Claire travaillait auparavant? Son arrogance, son égocentrisme l'avaient aveuglé sur ce qui comptait vraiment. Maintenant, il avait une chance de réparer les choses. Ce ne serait pas facile. Claire le détestait probablement, et à juste titre. Mais ses filles, ses nièces, avaient besoin d'aide, et il était enfin prêt à être le frère qu'il n'avait jamais été. Il regarda l'immeuble une dernière fois, mémorisant l'adresse. Demain, il reviendrait. Demain, il commencerait à réparer les erreurs du passé. Le tableau de famille sous le bras, John se retourna et marcha lentement vers sa voiture. Il avait beaucoup à penser, beaucoup à planifier. La vie qu'il connaissait était sur le point de changer pour toujours. Et pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose comme de l'espoir. John ne put dormir cette nuit-là. L'image des jumelles, si petite et vulnérable, ne le quittait pas. Le tableau de famille, maintenant posé sur son bureau, semblait le regarder avec des yeux accusateurs. 7 ans. 7 ans sans contact avec Claire. Le lendemain matin, il annula toutes ses réunions. Pour la première fois depuis des années, l'empire financier pouvait attendre. Il y avait quelque chose de plus important à faire. Il retourna dans le quartier où il avait vu les filles entrer dans le vieil immeuble. Il gara sa voiture de luxe à une distance respectable et attendit. Il voulait voir Claire, mais il n'était pas encore prêt pour une confrontation directe. Il devait d'abord mieux comprendre la situation. Le soleil était déjà haut quand il aperçut les jumelles sortir de l'immeuble, main dans la main. Elles portaient des vêtements simples mais propres. Sadie portait un petit sac à dos coloré, tandis que Nora avait une boîte à lunch bleue délavée. John sourit involontairement. Même dans la pauvreté, Claire gardait ses filles bien soignées. Les filles marchaient le long du trottoir cassé, sautant par-dessus les flaques d'eau laissées par la pluie de la nuit précédente. John les suivit à pied, gardant ses distances. Il les vit entrer dans une école publique à quelques rues de là. Le bâtiment avait besoin d'une nouvelle couche de peinture et la cour de récréation était petite, mais les enfants qui y entraient semblaient excités. Au lieu de partir, John attendit. Il voulait voir Claire. Peut-être qu'elle accompagnait les filles à l'école tous les matins. Mais après 20 minutes, il conclut que les jumelles y allaient probablement seules. Une preuve de plus de la situation difficile de sa sœur, incapable d'accompagner ses filles à l'école, probablement parce qu'elle devait chercher du travail. Il décida de retourner à l'immeuble. Avec de la chance, il pourrait voir Claire sortir pour un entretien d'embauche. Il pourrait la voir de loin, sans être remarqué. L'immeuble semblait encore plus délabré en plein jour. 5 étages, pas d'ascenseur fonctionnel, une façade qui s'écaillait, certaines fenêtres avec des vitres cassées remplacées par du carton. John essaya d'imaginer Claire et les filles monter ces escaliers tous les jours. La pensée le perturba profondément. Il ne vit pas Claire, mais il observa les résidents entrer et sortir. Des gens simples, des travailleurs fatigués, quelques mères avec de jeunes enfants. Personne ici ne semblait avoir une vie facile. Un homme âgé balayait l'entrée, essayant de maintenir une certaine dignité dans cet endroit oublié. « Vous cherchez quelqu'un, monsieur ?» demanda le vieil homme, remarquant la présence de John. « Je découvre juste le quartier », répondit John, mal à l'aise dans son costume coûteux. « Je pense à investir dans le coin. » Le vieil homme laissa échapper un rire sec. « Investir ici ? Personne n'investit ici, mon garçon. Cet endroit a été oublié du monde. » John se rapprocha, y voyant une opportunité. Beaucoup de gens vivent dans cet immeuble. Environ 15 familles, plus ou moins. De bonnes personnes, travailleuses, mais qui n'ont pas de chance. Le vieil homme s'appuya sur son balai. Au 5e étage, par exemple, il y a Claire avec ses filles. Une mère célibataire, toute seule au monde. Elle fait des ménages quand elle en trouve, mais c'est dur, la pauvre. Le cœur de John s'emballa en entendant le nom de sa sœur.
Claire? Elle vit avec 2 petites filles? Les jumelles? Oui, 2 petites filles polies, ces 2-là. Elles m'aident toujours à porter mes courses quand elles me voient dans la rue. Leur mère les a bien élevées. John ressentit un mélange de fierté et de honte. Claire avait toujours été la meilleure personne de la famille, toujours soucieuse des autres. Et lui, avec tout son argent, n'avait jamais pris la peine de savoir comment elle allait. Vous la connaissez bien, cette Claire? Pas vraiment. Elle est discrète, vous savez. Fière. Ne demande jamais d'aide, même quand elle en a besoin. Je lui ai offert de la soupe quelquefois, mais elle dit toujours que tout va bien. Le vieil homme secoua la tête. Mais on voit bien quand ça ne va pas, surtout à cause des enfants. John le remercia pour la conversation et s'éloigna, faisant semblant de s'intéresser à d'autres bâtiments du quartier. Quand le vieil homme rentra, il traversa la rue et leva les yeux, comptant les fenêtres. 5e étage. Lequel serait l'appartement de Claire? Il vit des vêtements simples suspendus à une corde à linge improvisée à l'une des fenêtres. Il reconnut de petits t-shirts colorés, appartenant probablement aux jumelles. Ce devait être l'appartement. La fenêtre était ouverte, et John put voir une partie de l'intérieur, des murs écaillés, de vieux meubles. Si différents du manoir où ils avaient grandi. Si différents de tout ce que Claire méritait. Un mouvement attira son attention. Une femme passa rapidement devant la fenêtre. Des cheveux bruns attachés en un simple chignon, un visage mince mais toujours beau. Claire. Sa sœur. Le cœur de John se serra. Elle était là, si proche et pourtant si loin. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, ils avaient échangé des mots durs. Il l'avait accusée d'être stupide, de n'avoir aucune ambition. Elle l'avait traité d'égoïste, d'avoir oublié les valeurs de la famille. Ils avaient tous les deux dit des choses qu'ils avaient regrettées plus tard, mais l'orgueil les avait empêchés de faire le premier pas vers la réconciliation. Et maintenant, 7 ans plus tard, voilà Claire, luttant seule pour élever 2 filles pendant qu'il accumulait plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en plusieurs vies. John retourna lentement à sa voiture, l'esprit en ébullition. Le contraste entre sa vie et celle de Claire était saisissant, douloureux. Comment n'avait-il pas réalisé cela avant? Comment avait-il permis à l'orgueil d'aveugler son cœur pendant si longtemps? Sur le chemin du retour vers son manoir, il était en pilote automatique. La ville défilait comme un flou à travers la vitre de la voiture. Manoir, immeubles de luxe, centres commerciaux, signe d'une prospérité qui n'atteignait pas tout le monde. Son monde était une bulle privilégiée, et il n'avait jamais pris la peine de regarder au-delà. Quand il arriva chez lui, la grandeur du manoir le dérangea pour la première fois. Tant de pièces vides, tant d'espace gaspillé. Une piscine qu'il utilisait rarement, des œuvres d'art coûteuses que personne n'admirait. Et sa sœur, de l'autre côté de la ville, sans rien à manger. John prit le tableau de famille et le fixa longuement. Les visages souriants de ses ancêtres semblaient le regarder avec désapprobation. Ils avaient construit une famille soudée, basée sur des valeurs solides, et il avait brisé cet héritage par pure vanité. Il s'assit dans son fauteuil en cuir, le tableau sur ses genoux, et s'autorisa à pleurer pour la première fois depuis des années. Il pleura pour le temps perdu, pour les nièces qu'il n'avait pas vues grandir, pour la sœur qu'il avait abandonnée. Il pleura de honte et de regret. Quand les larmes séchèrent, une question résonna dans son esprit. Pourquoi Claire n'avait-elle jamais demandé d'aide? Elle savait où il travaillait, connaissait son succès financier. Même avec toute sa fierté, une mère désespérée n'avalerait-elle pas son orgueil pour le bien de ses enfants? La réponse le frappa comme un coup de poing. Claire n'avait jamais demandé d'aide parce qu'elle savait qu'il s'en fichait. Elle le connaissait trop bien. Elle savait que son frère était devenu si froid, si éloigné de leurs valeurs familiales, qu'il la rejetterait probablement. Et cette prise de conscience faisait plus mal que tout. Cette nuit-là, John prit une décision. Il allait changer. Il allait réparer ses torts. Il allait aider Claire et ses nièces, même si sa sœur résistait au début. Pas par culpabilité ou par obligation, mais parce qu'il comprenait enfin ce qui comptait vraiment dans la vie, la famille. 3 jours passèrent. John pouvait à peine travailler. L'image de l'appartement simple, des vêtements suspendus à la fenêtre, des filles marchant seules à l'école, tout cela tournait en boucle dans son esprit. Le tableau de famille, maintenant accroché dans son bureau, semblait lui rappeler constamment son échec. Il essayait de se distraire avec le travail, mais pour la première fois, les chiffres n'avaient plus de sens. Des contrats importants attendaient sa signature, mais il ne pouvait pas se concentrer. Ses assistants remarquèrent le changement, les regards lointains, les réponses brèves. John Miller, toujours si concentré et décisif, semblait perdu dans ses pensées. La 4e nuit, il n'en pouvait plus.
Il prit le tableau, le plaça sur le siège passager de sa voiture et se rendit dans le quartier où vivait Claire. Il était temps d'affronter le passé, d'essayer de réparer ce qu'il avait brisé. Il se gara devant l'immeuble. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel en orange. John prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Il tenait le tableau fermement, comme si c'était un bouclier, ou peut-être un symbole de paix. Il monta lentement les escaliers de l'immeuble. L'odeur de moisis et de produits de nettoyage bon marché emplissait l'air. Les murs présentaient des taches d'humidité, la peinture s'écaillait à plusieurs endroits. Les marches craquaient sous ses pieds. 5e étage, pas d'ascenseur. Comment Claire faisait-elle cela tous les jours? Il arriva essoufflé sur le palier supérieur. Le couloir avait 4 portes, toutes usées par le temps. Derrière laquelle vivait Claire? Il hésita jusqu'à ce qu'il entende des voix d'enfants venant de la porte de gauche. Il les reconnut immédiatement, c'étaient Sadie et Nora. John s'approcha, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Il prit une autre profonde inspiration et frappa à la porte. 3 coups légers. Les voix à l'intérieur de l'appartement se turent. De légers pas s'approchèrent. « Qui est-ce » demanda une voix féminine. « Claire. » John se figea. Comment devait-il répondre? Que pouvait-il dire après tant de temps? « C'est moi, John. » Silence. Un silence si profond qu'il pouvait entendre sa propre respiration. Puis le bruit d'une serrure qui tourne. La porte s'ouvrit lentement. Claire se tenait là, à quelques mètres seulement, plus mince qu'il ne s'en souvenait, avec quelques nouvelles rides d'expression sur le visage, mais c'était toujours sa sœur. Les mêmes yeux bruns, le même menton déterminé. Elle portait un simple t-shirt et un jean délavé. Ses cheveux, autrefois toujours lâchés, étaient attachés en un chignon pratique. Pendant un instant, John vit la fille avec qui il jouait enfant, l'adolescente avec qui il partageait des secrets, la jeune adulte qu'il avait repoussée par orgueil. Et puis il vit le choc sur son visage, suivi de la suspicion. « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment m'as-tu trouvé » demanda Claire, la voix tendue, les yeux écarquillés. John déglutit difficilement. « Claire, j'ai trouvé les filles. Elles vendaient ça. » Il tendit le tableau. Claire regarda le tableau, puis de nouveau John. Son visage se durcit. Les filles sont sorties vendre le tableau? Quand ça? Elle semblait sincèrement surprise et inquiète. Il y a quelques jours. Elles avaient faim, Claire. Elle ferma les yeux un instant, comme pour encaisser un coup. Quand elle les rouvrit, il y avait de la détermination en eux. Tu as été absent toutes ces années. Nous n'avons pas besoin de toi. Elle tenta de fermer la porte, mais John mit son pied en travers. S'il te plaît, Claire. Je veux juste parler. Maman, c'est qui? Une voix d'enfant vint de l'intérieur de l'appartement. Claire hésita. Elle regarda derrière elle, puis de nouveau John. À contre-cœur, elle ouvrit plus grand la porte. Sadie et Nora apparurent derrière elle, leurs yeux curieux fixés sur John. La reconnaissance brilla dans leurs petits visages identiques. C'est le monsieur du restaurant, s'exclama Sadie, excitée. Celui qui a acheté notre tableau, ajouta Nora. Claire regarda ses filles, puis John, reliant les poings. Vous le connaissez? Il a acheté le tableau et nous a offert des hamburgers, expliqua Sadie. Il était vraiment gentil. Et il nous a donné $100, ajouta Nora. On a acheté une tonne de nourriture. Claire parut stupéfaite. Elle foudroya John du regard avec un mélange de confusion et d'irritation. Tu as donné de l'argent à mes filles. Elles avaient faim, Claire, répéta John plus doucement. Je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Les jumelles se regardèrent, sentant la tension dans l'air. Sadie, la plus observatrice, tira sur la manche de sa mère. « Tu le connais, maman » Claire soupira profondément, ses épaules s'affaissant. « Oui, il a acheté le tableau. » John comprit l'évasion. Claire ne voulait pas tout expliquer tout de suite. Peut-être qu'elle n'avait jamais parlé de lui aux filles. « Je peux entrer » demanda-t-il, gardant sa voix calme. « Juste pour parler. J'ai ramené le tableau. » Claire semblait partagée. Son regard allait du tableau à John, aux filles, et de nouveau à John. Finalement, elle s'écarta. 5 minutes. John entra dans le petit appartement. C'était encore plus modeste qu'il ne l'avait imaginé. Un salon minuscule qui servait aussi de cuisine, 2 petites chambres, de vieux meubles, mais tout était très propre et organisé. Claire avait toujours été organisée, même dans la pauvreté. Les filles le regardaient avec curiosité. Elles ne comprenaient manifestement pas la tension entre les adultes.
Le tableau est à toi maintenant, dit Claire en croisant les bras. Tu as payé pour. Il n'a jamais été à moi, répondit John en le posant sur la petite table. Il appartient à la famille. Il l'a toujours été. Claire ne répondit pas. Elle regarda ses filles et dit d'une voix douce, « Les filles, allez dans votre chambre un petit peu. Je dois parler avec, le monsieur. » Mais maman, commença Sadie. « S'il vous plaît, insista Claire. Juste un petit peu. » À contre-cœur, les jumelles allèrent dans leur chambre, mais laissèrent la porte entr'ouverte. John pouvait voir deux petits yeux jeter un coup d'œil à travers la fente. Quand ils furent relativement seuls, Claire se tourna vers lui, les yeux brillants d'une émotion contenue. « Qu'est-ce que tu veux, John? Après toutes ces années, qu'est-ce que tu nous veux ?» Il y avait tant de douleur dans cette question que John se sentit comme s'il avait été frappé. Que voulait-il? Il n'en était même pas sur lui-même. La rédemption? Une famille? Une seconde chance? Je veux aider, Claire. Nous n'avons pas besoin de ton aide, rétorqua-t-elle, la fierté évidente dans sa voix. On se débrouille très bien. Si bien que tes filles de 5 ans sont sorties seules la nuit pour vendre la seule chose de valeur que tu possédais. La question sortit plus dure qu'il ne l'avait prévu. Claire tressaillit. Ce n'était pas. Je ne savais pas qu'elle. Elle prit une profonde inspiration, se reprenant. Ce qui s'est passé était un moment difficile. C'est fini maintenant. Ça n'a pas l'air d'être fini, insista John en regardant autour de lui. Cet endroit. Tu mérites mieux que ça. Les filles méritent mieux. Et qui décide de ce que nous méritons? Toi? Elle fit un pas en avant, provocante. Toi qui as disparu pendant 7 ans? Qui ne savais même pas que j'avais des filles? Qui était trop occupé à compter ton argent pour te souvenir que tu avais une sœur? Chaque mot était vrai et blessait comme un couteau. John n'avait aucune défense. J'ai eu tort, Claire. J'ai eu très tort. J'étais égoïste, arrogant. Il la regarda dans les yeux. Mais je suis là maintenant. Je veux faire ce qui est juste. C'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour la famille. Claire rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. La famille? Tu as oublié le sens de ce mot il y a longtemps, John. Il ne répondit pas immédiatement. Il jeta un coup d'œil à la porte de la chambre entr'ouverte, aux petits yeux curieux qui les observaient. « Peut-être que tu as raison, dit-il finalement. Peut-être que j'ai oublié. Mais je veux me souvenir, Claire. Je veux réapprendre. » Pendant un bref instant, la dureté sur le visage de Claire vacilla, mais elle revint bientôt. « Tes 5 minutes sont écoulées. » John hocha la tête. Il savait qu'il n'irait pas plus loin ce jour-là. 7 ans ne pouvaient pas être réparés en une seule conversation. « Je vais partir. Mais je reviendrai, Claire. » Tu n'es pas obligé. Si, je le suis. Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de partir. Les filles sont incroyables. Tu as fait un excellent travail. Pendant un instant, il vit une lueur de fierté dans les yeux de Claire. C'était un début. Petit, presque imperceptible, mais c'était un début. Une semaine s'écoula depuis la rencontre tendue entre John et Claire. Il essaya de se remettre au travail, mais ne pouvait pas se concentrer. Il signait des documents sans les lire, annulait des réunions importantes, ignorait les appels. Ses assistants échangeaient des regards inquiets. Le puissant John Miller n'avait jamais agi ainsi. « Ça va ?» lui demanda son vice-président lors d'une réunion où John n'avait pratiquement pas parlé. « Ça va », répondit-il automatiquement, regardant par la fenêtre du gratte-ciel. En bas, la ville pulsait, indifférente au drame personnel de ses habitants. Quelque part dans ce dédale de rue, sa sœur et ses nièces luttaient pour survivre. Cet après-midi-là, John quitta le bureau plus tôt. Il dit à sa secrétaire qu'il ne reviendrait pas pour le reste de la semaine. Il conduisit sans but pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il se retrouve sur le chemin du quartier de Claire. Il n'avait pas prévu d'y aller, mais ses instincts l'y menèrent. Il gara la voiture à quelques rues de l'immeuble. Il ne voulait pas paraître intrusif. Il marcha lentement, pensant à ce qu'il dirait s'il rencontrait Claire. Toutes les phrases qu'il avait répétées ces derniers jours semblaient maintenant vides. Au détour d'une rue, il vit 2 petites filles jouer sur le trottoir devant le vieil immeuble. Sadie et Nora jouaient à la marelle sur un dessin improvisé fait à la craie de couleur. Elles portaient des vêtements simples, un short délavé et un t-shirt qui semblait un peu trop grand, mais leur visage était illuminé par la joie du jeu. John s'arrêta, les observant à distance. Il se demanda s'il devait simplement partir. Claire n'aimerait probablement pas le voir approcher à nouveau ses filles.
Mais avant qu'il ne puisse se décider, Nora leva les yeux et le vit. « Regarde, Sadie, c'est le monsieur du tableau !» s'exclama-t-elle en pointant du doigt. Sadie arrêta son seau et regarda dans la direction que sa sœur indiquait. Un sourire se répandit sur son visage. John se figea, ne sachant comment réagir. Il s'attendait à un rejet, pas à de l'enthousiasme. À sa grande surprise, les filles abandonnèrent leur jeu et coururent vers lui. « Tu es revenu » dit Sadie en s'arrêtant devant lui. « Tu as apporté plus de nourriture » demanda Nora, toujours aussi pragmatique. John ne put s'empêcher de sourire. Leur innocence était rafraîchissante après tant d'années à ne traiter qu'avec des adultes calculateurs. « Pas aujourd'hui » répondit-il en s'accroupissant à leur niveau. « Je suis juste venu voir comment vous allez. » Les jumelles échangèrent un regard, comme si elles communiquaient en silence. C'était fascinant d'observer ce lien spécial entre elles. « Maman était très en colère ce jour-là » dit Nora en le regardant. « Elle était en colère contre nous aussi » ajouta Sadie. « À cause du tableau. » Et pour être sortie seule, compléta Nora. John sentit une pointe de culpabilité. Il n'avait pas voulu causer de problème aux filles. « Je suis désolé pour ça » dit-il sincèrement. « Je ne voulais pas que vous ayez des ennuis. »« C'est pas grave » haussa les épaules Sadie. « Maman n'a pas été fâchée longtemps. »« Mais on t'a bien aimé » sourit timidement Nora. « Tu es très gentil. »« Oui » confirma Sadie. « Et maman est seule. Elle n'a pas d'amis grands. »« Des amis grands » répéta John, confus. « Oui, des gens adultes comme elle » expliqua Nora avec la logique simple d'une enfant de 5 ans. « Il n'y a que nous, mais on est petite. » Le cœur de John se serra. Claire était complètement seule, sans adulte à qui se confier ou partager ses soucis. Élever 2 enfants sans soutien. « Votre maman est à la maison maintenant » demanda-t-il en regardant vers l'immeuble. « Non » répondit Sadie. « Elle est partie chercher du travail. La voisine nous surveille par la fenêtre. » Elle montra du doigt une dame âgée qui observait depuis une fenêtre du premier étage avec une expression méfiante. John fit un signe de la main à la femme, qui plissa les yeux mais rendit un signe hésitant. « Vous jouez toujours ici » demanda-t-il en reportant son attention sur les filles. « Quand il ne pleut pas » dit Nora. « Maman nous laisse jouer jusqu'à ce qu'elle rentre. »« Et quand est-ce qu'elle rentre ?»« Avant qu'il fasse nuit » répondit Sadie. « Parfois, elle ramène du pain. » La simplicité de la réponse en disait long sur leur vie. Le pain, quelque chose de si basique, était mentionné comme s'il s'agissait d'un régal spécial. John regarda les filles, si petites, si vulnérables, et pourtant si résilientes. Il ressentit une vague d'affection qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Ses enfants faisaient partie de lui, partie de sa famille. Sa propre chair et son propre sang. « Vous voulez connaître un secret » demanda-t-il en baissant la voix, comme s'il partageait quelque chose de très important. Les yeux des jumelles s'écarquillèrent et elles se rapprochèrent, avides d'écouter. « Je suis le frère de votre mère » révéla John. « On ne s'est pas vu depuis longtemps. J'ai eu tort de rester loin, mais je veux faire à nouveau partie de sa vie. Et partie de vos vies. » Les filles le fixèrent, digérant l'information. Un instant, John craignit qu'elle ne le croie pas. « Tu es notre oncle » demanda finalement Sadie, les yeux grands ouverts. John hocha la tête. « Je le suis. »« Comme dans les histoires » demanda Nora. « Maman nous lit des histoires avec des oncles et des tantes. »« Oui, exactement comme dans les histoires » confirma John en souriant. « Pourquoi tu n'es jamais venu avant » demanda Sadie en penchant la tête, curieuse. La question simple nécessitait une réponse complexe. Comment expliquer l'orgueil, le ressentiment et le regret à des enfants de 5 ans ? « J'étais perdu » répondit-il finalement. Parfois, les adultes se perdent d'une manière différente des enfants. Pas dans les rues, mais ici. Il toucha sa poitrine. Je me suis perdu et ça m'a pris beaucoup de temps pour retrouver mon chemin. Mais maintenant, je suis là. Les filles semblaient intriguées par cette explication, mais l'acceptèrent. Tu vas rester ? demanda Nora, la voix pleine d'espoir. Je vais essayer, répondit honnêtement John. Mais il faut que votre maman veuille que je reste aussi. Maman est triste, dit soudain Sadie. Pourquoi ? Elle pleure la nuit, quand elle pense qu'on dort. La révélation frappa John comme un coup de poing. L'image de Claire pleurant seule dans le noir était trop douloureuse. Vous pouvez m'aider à me rapprocher de votre maman ? demanda-t-il après un moment de silence. Comment ? voulut savoir Nora. Je ne sais pas exactement, admit John.
Mais peut-être que vous pouvez dire de gentilles choses sur moi. Lui dire que je veux être son ami. Les jumelles sourirent, comme si l'idée d'une mission secrète les excitait. On peut faire ça, acquiesça Sadie. Et tu devrais aussi apporter un cadeau pour maman, suggéra Nora, pragmatique comme toujours. John rit. J'y penserai. Ils parlèrent encore un peu, jusqu'à ce que John réalise qu'il commençait à faire nuit. Il ne voulait pas que Claire arrive et le trouve là. Elle pourrait penser qu'il essayait d'influencer ses filles dans son dos. Je dois y aller maintenant, dit-il en se levant. Mais je reviendrai demain. Je le promets. Vraiment ? Sadie semblait incertaine. Vraiment, l'assura John. Et j'apporterai une surprise. Les filles sourirent, mais il y avait une pointe de doute dans leurs petits yeux. Combien de promesses avaient-elles entendues qui n'avaient pas été tenues ? Le lendemain, John quitta de nouveau le bureau plus tôt. Il s'arrêta dans un supermarché et remplit un caddie de provisions, fruits frais, légumes, viande, produits laitiers, céréales, biscuits, de la nourriture nutritive qui durerait des semaines. Puis il s'arrêta dans un magasin de jouets et acheta 2 ours en peluche identiques, quelques livres pour enfants colorés et un jeu éducatif. Il arriva dans le quartier de Claire en fin d'après-midi, transportant plusieurs sacs. Cette fois, il se gara plus près de l'immeuble. Il n'avait aucune raison de se cacher. Les jumelles étaient au même endroit, dessinant à la craie de couleur sur le trottoir. Quand elles le virent, leurs visages s'illuminèrent de sourires identiques. « Tu es vraiment revenu !» s'exclama Sadie en courant vers lui. Nora suivit de près. « J'ai promis, n'est-ce pas ?» sourit John en posant les sacs. Les filles regardèrent curieusement les sacs. John sortit les ours en peluche et en tendit un à chacune. « Ils sont pareils », observa Nora en serrant l'ours contre elle. « Comme nous », ajouta Sadie en faisant de même. « J'ai apporté quelques autres choses », dit John en leur montrant les livres et le jeu. « Et de la nourriture pour vous et votre maman. » Les yeux des filles brillèrent quand elles virent la nourriture. Sadie prit une pomme rouge et brillante, l'admirant comme si c'était un bijou. « Je peux la manger maintenant ?» demanda-t-elle. « Bien sûr », répondit John. « C'est pour vous. » Les jumelles croquèrent dans les pommes avec délectation, le jus coulant au coin de leur bouche. John réalisa que les fruits frais étaient probablement un luxe rare pour elle. Il s'assit sur le trottoir, les sacs à côté de lui, et les filles s'installèrent près de lui. Elles mangèrent leurs pommes pendant qu'il leur montrait les livres qu'il avait apportés, des histoires simples avec beaucoup d'illustrations colorées. « Tu sais lire ?» demanda Nora, impressionnée. « Oui, rit John. Tous les adultes savent lire. »« Pas tous », corrigea Sadie. « Le monsieur de la boulangerie ne sait pas. Il demande toujours à maman de lui lire le journal. » John hocha la tête, se souvenant que l'alphabétisation n'était pas universelle, surtout dans les quartiers pauvres. « Je peux vous lire une histoire ?» Les filles acquiescèrent avec enthousiasme. John ouvrit l'un des livres et commença à lire, donnant des voix différentes à chaque personnage. Les jumelles riaient et posaient des questions, montrant du doigt les illustrations. Un instant, John oublia tout, l'empire financier, les réunions, les problèmes. Il n'y avait que lui et ses nièces, unis par une simple histoire. « Vous allez à l'école ?» demanda-t-il quand ils eurent fini le livre. « Oui » répondit Sadie. « C'est loin, mais on aime bien. La maîtresse est gentille » ajouta Nora. « Elle nous donne des dessins à colorier. »« Et vous avez beaucoup d'amis ?» Les filles échangèrent un regard. « Un peu » dit Sadie. « Certains enfants ne nous aiment pas. »« Pourquoi ?» fronça les sourcils John. « Parce qu'on porte les mêmes vêtements tout le temps » expliqua Nora, terre à accent grave terre. « Et notre déjeuner est toujours le même. » John sentit un pincement de tristesse. Les filles faisaient déjà face à l'exclusion sociale si tôt dans la vie. « Ça va changer », promit-il, bien qu'il ne sache pas exactement comment il tiendrait cette promesse sans trop s'ingérer dans la vie de Claire. Ils continuèrent à parler, les filles devenant de plus en plus à l'aise avec lui. Elles lui racontèrent leur routine, leurs jeux préférés, ce qu'elles apprenaient à l'école. John écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions, riant de leurs histoires simples. C'était comme redécouvrir le monde à travers leurs yeux. Pendant une pause, Nora le regarda sérieusement. « Tu vas disparaître aussi ?» La question le prit par surprise. « Comment ça ?»« Comme papa » expliqua Sadie. « Maman dit qu'il ne voulait pas partir, mais qu'il a dû. Est-ce que tu devras partir aussi ?» John comprit ce qu'elle voulait dire. Les filles avaient peur de s'attacher à lui et de le perdre ensuite, comme elles avaient perdu leur père. « Non » répondit-il fermement. « Je ne vais pas disparaître.
Plus jamais. Promis, insista Nora. Promis. Et John savait qu'il tiendrait cette promesse, quoi qu'il arrive. Les filles sourirent, l'air soulagé. Soudain, Sadie se leva. Viens, Nora, on va le dire à maman. Lui dire quoi? Demanda John, confus. Que tu es notre oncle et que tu as apporté à manger, répondit Sadie comme si c'était évident. Avant que John ne puisse protester, les jumelles prirent leurs ours en peluche et coururent dans l'immeuble. Il resta là, assis sur le trottoir, entouré de sacs de courses, ne sachant s'il devait partir ou attendre. Quelques minutes plus tard, il entendit des voix d'enfants excités descendre les escaliers. Les filles réapparurent, tirant Claire par la main. « Tu vois, maman, c'est lui », pointa Sadie. « Il a apporté de la nourriture et des jouets », ajouta Nora. « Et il a dit qu'il est notre oncle. » Claire s'arrêta quand elle vit John assis sur le trottoir avec les sacs. Elle portait une robe simple et avait l'air fatiguée, comme si elle avait beaucoup marché. Un instant, leurs regards se croisèrent et John vit la bataille interne qu'elle menait. « Maman, laisse-le te parler », plaida Sadie. « Il est gentil. Il nous a lu une histoire », insista Nora. « Et il a apporté des pommes. » Claire observa la scène avec une expression illisible. Elle remarqua les sacs de courses, les livres éparpillés sur le trottoir, les ours en peluche que ses filles serraient contre elle. Elle vit l'excitation sincère chez les filles, si différente de leur méfiance habituelle envers les étrangers. Quelque chose dans son regard changea. Ce n'était pas exactement le pardon, mais peut-être le début d'une ouverture. « Vous pouvez jouer encore un peu », dit-elle à ses filles. « Je vais monter les courses. » John se leva rapidement. « Laissez-moi les porter. » Claire hésita, puis hocha la tête. Il prit les sacs les plus lourds et elle les plus légers. Ils montèrent les 5 étages en silence, les marches craquant sous leurs pieds. Dans le petit appartement, John posa les courses sur la table de la cuisine. Claire commença à ranger la nourriture, organisant méticuleusement tout dans les placards presque vides. « Tu n'étais pas obligé de faire ça », dit-elle finalement sans le regarder. « Je voulais le faire », répondit John. « Ce n'est pas la charité, Claire. C'est la famille. » Elle ne répondit pas, continuant à ranger les provisions. John respecta son silence et retourna sur le trottoir où les filles l'attendaient avec impatience. Dans les semaines qui suivirent, John établit une routine. Il rendait visite aux jumelles tous les après-midi, apportant toujours quelque chose, parfois de la nourriture, parfois juste un nouveau livre ou du matériel de dessin. Il s'asseyait avec elles sur le trottoir, écoutait leurs histoires, riait de leurs blagues simples et répondait à leurs questions sans fin. Claire gardait ses distances, mais John remarqua qu'elle observait depuis la fenêtre. Progressivement, son expression changea, passant de la suspicion initiale à ce qui semblait être une acceptation réticente. Un soir, alors que le ciel s'assombrissait, John lisait une histoire aux filles quand il sentit une présence. Il leva les yeux du livre et vit Claire debout à quelques mètres, les observant. « Il se fait tard », dit-elle, sa voix plus douce qu'il ne s'en souvenait. « Vous devriez rentrer, les filles. »« Oh maman, juste un peu plus longtemps », plaida Sadie. « Oncle John est au meilleur moment. » John se figea. C'était la première fois que les filles l'appelaient oncle devant Claire. Il se prépara à une réaction négative, mais à sa surprise, Claire soupira simplement. « D'accord, juste un peu plus longtemps. » Et puis, à l'étonnement complet de John, elle s'assit tranquillement à côté d'eux sur le trottoir. Les filles sourirent, se blottissant entre leur mère et leur oncle nouvellement découvert. John reprit la lecture, la voix légèrement tremblante d'émotion. De temps en temps, il jetait un coup d'œil de côté à Claire. Elle gardait les yeux fixés sur le livre, mais il y avait une nouvelle douceur sur son visage. C'était juste un petit moment, un geste minime, mais pour John, cela signifiait tout. C'était le début de quelque chose de nouveau. Le début du pardon. Les jours se transformèrent en semaines. John faisait désormais partie de la routine des jumelles. Chaque après-midi, il se présentait avec quelque chose de nouveau, un livre, un jeu, ou simplement son temps. Les filles l'attendaient avec impatience sur le trottoir, courant vers lui dès que sa voiture apparaissait au coin de la rue. Pour elle, l'oncle John était comme un personnage magique qui apportait de la joie dans leur vie simple. Claire observait cette proximité grandissante avec des sentiments mitigés. D'un côté, elle voyait le bonheur de ses filles. De l'autre, elle ne pouvait pas oublier les 7 années d'absence. La blessure la piquait encore, même si elle remarquait la sincérité dans les gestes de son frère. Un vendredi pluvieux, les filles ne pouvaient pas jouer sur le trottoir. John se présenta quand même, trempé,
portant une boîte de pizza et un nouveau jeu de société. Claire hésita, mais finit par l'inviter à entrer. Les jumelles célébrèrent, entraînant leur oncle sur le tapis usé du salon. Pendant que Claire préparait du chocolat chaud dans la petite cuisine, elle observait la scène de loin. John assis par terre, expliquant patiemment les règles du jeu, Sadie et Nora riant, se disputant innocemment pour savoir qui allait gagner. Il y avait un naturel dans leur interaction qui la surprit, comme s'il avait toujours été là. « Maman, viens jouer avec nous », appela Nora. Claire hésita, puis les rejoignit sur le tapis. Ils jouèrent pendant des heures, mangèrent de la pizza et burent du chocolat chaud. Les filles rirent si fort que leur ventre leur faisait mal. Quand elles finirent par s'endormir, épuisées, John aida Claire à les porter jusqu'au lit. Le silence qui suivit était lourd de mots non dits. Ils restèrent dans le petit salon, Claire assise sur le canapé, John dans le seul fauteuil. La pluie battait contre la fenêtre, créant un rideau de son qui semblait les isoler du monde. « Elle t'aime beaucoup », dit finalement Claire, brisant le silence. « Je les aime aussi », répondit John. « Ce sont des enfants incroyables, Claire. »« Elles le sont. » Un autre silence. John regarda sa sœur, la regarda vraiment. Il vit les cernes sous ses yeux, les mains calleuses, les épaules tendues de quelqu'un qui porte un fardeau trop lourd. Il vit la jeune femme pleine de rêves qu'il connaissait autrefois, transformée en une femme endurcie par la vie. « Claire », commença-t-il, la voix basse, « nous devons parler. » Elle lui fit face. « De quoi ? » ?»« De tout. De cette année. De ce qui s'est passé. » Claire laissa échapper un soupir las. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça, John. »« Je ne pense pas qu'on le sera jamais complètement, » répondit-il. « Mais nous devons essayer. » Elle garda le silence un moment, puis hocha la tête. « Par où veux-tu commencer ? » ?»« Où tu veux. Je suis là pour écouter. » Claire se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elle se tint dos à John, regardant la pluie tomber. « Sais-tu pourquoi je ne t'ai jamais cherché ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Même quand je n'avais rien à donner à manger aux filles. » L'orgueil, hasarda John. Claire laissa échapper un rire sans joie. « Non. C'est parce que je savais que tu t'en fichais. » Elle se retourna pour lui faire face. « Tu as toujours été égoïste, John. Tu as toujours pensé à toi. Quand j'ai eu le plus besoin de toi, tu n'étais pas là. » Les mots frappèrent John comme un coup de poing. Pas à cause de l'accusation elle-même, mais à cause de la certitude tranquille avec laquelle Claire les prononçait. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste une triste prise de conscience. « Quand nos parents sont morts, » continua-t-elle, « tu as organisé les funérailles comme une affaire. Efficace, pratique. Tu t'es occupé de tout et tu es retourné à ta vie. Tu n'as même pas remarqué que je m'effondrais. » John baissa les yeux. Il se souvenait de ces jours, de la fierté qu'il avait ressentie d'avoir tout géré sans montrer de faiblesse. « Puis, quand j'ai rencontré David et que je suis tombée amoureuse, tu n'as même pas essayé de le connaître. Tu l'as jugé sur son apparence, son travail simple, son manque d'ambition. Tu n'as pas vu l'homme bon qu'il était. » John sentit une boule dans sa gorge. David, le père des filles. Quelqu'un qu'il avait rejeté sans lui donner sa chance. Quand je t'ai dit que j'étais enceinte, tu as agi comme si c'était une tragédie. Comment vas-tu subvenir aux besoins d'un enfant ? Tu gâches ta vie. Tu te souviens de ces mots, John ? C'étaient des jumelles, d'ailleurs. 2 vies que tu considérais comme une erreur. Non, laisse-moi finir. Elle leva la main. Quand David est mort dans cet accident, 3 mois avant la naissance des filles, je t'ai appelé. Tu te souviens ? J'étais désespérée, seule, enceinte de jumelles, sans argent pour les funérailles. Tu sais ce que tu as dit ? Que tu virerais l'argent, mais que tu étais trop occupée pour venir. Que j'aurais dû mieux réfléchir à mes choix. John ferma les yeux, la honte lui brûlant le visage. Il se souvenait vaguement de cet appel. Il était en train de conclure une grosse affaire, irrité par l'interruption. Tu as viré l'argent. Tu as résolu le problème pratique, comme toujours. Mais tu n'étais pas là pour me serrer dans tes bras, pour me dire que tout irait bien, pour me tenir la main aux funérailles de l'homme que j'aimais. La voix de Claire se brisa pour la première fois. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. Les filles sont nées et je t'ai envoyé des photos. Tu as répondu par un message générique. J'ai envoyé une invitation à leur baptême. Tu as envoyé un cadeau cher par la poste, mais tu n'es pas venu. Après ça, j'ai abandonné. John écoutait en silence, absorbant chaque mot. Chaque accusation était vraie. Chaque souvenir douloureux était réel. Il n'avait aucune défense.
J'ai essayé, John. Plusieurs fois. Mais tu étais toujours trop occupé, toujours trop concentré sur ton succès pour te soucier de ta seule sœur et de tes nièces. Claire se rassit sur le canapé, l'air soudainement épuisé. Alors non, ce n'est pas l'orgueil qui m'a empêché de te chercher quand nous mourions de faim. C'est parce que je connaissais déjà la réponse. Le silence qui suivit était lourd, chargé de souvenirs douloureux. La pluie continuait de battre contre la fenêtre, indifférente au drame qui se déroulait entre ces simples murs. John sentit des larmes couler sur son visage. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait pleuré. Peut-être aux funérailles de ses parents, caché dans la salle de bain pour que personne ne voie sa faiblesse. Maintenant, il ne fit aucun effort pour les cacher. « Pardonne-moi, Claire », plaida-t-il, la voix étranglée. « J'aurais dû revenir. J'aurais dû être à tes côtés. » Elle le regarda, surprise par cette démonstration d'émotion de la part de son frère toujours si contrôlé. « Tu as raison sur tout », continua John. « J'étais égoïste, arrogant, insensible. J'ai mis le travail, le succès, l'argent au-dessus de tout. Au-dessus des gens qui comptaient vraiment. » Il se leva, arpentant la petite pièce comme s'il avait besoin de mouvement pour organiser ses pensées. Quand nos parents sont morts, je me suis refermé. Je ne savais pas comment gérer la douleur, alors je me suis jeté dans le travail. C'était plus facile de se concentrer sur des feuilles de calcul et des réunions que de ressentir le deuil. Et ça a marché. J'ai grimpé dans l'entreprise, j'ai gagné de l'argent, je me suis bâti une réputation. Il s'arrêta devant le mur où se trouvaient quelques photos des jumelles, bébé souriant, premier pas, anniversaire simple. Des moments qu'il avait manqués. Mais plus j'avais de succès, plus je me sentais vide. J'ai comblé ce vide avec des choses, des voitures, des montres, une maison immense. J'ignorais le fait que je rentrais chaque soir dans un manoir vide. Il se tourna vers Claire. Je pensais que l'argent était tout, et j'ai perdu la chose la plus importante, ma famille. Claire ne répondit pas, mais ses yeux étaient embués. Quand j'ai vu les filles vendre le tableau, c'est comme si quelque chose s'était brisé en moi. Soudain, tous les mensonges que je me racontais se sont effondrés. J'ai vu ce que j'étais devenu, un homme riche et vide, sans véritable lien, personne qui se souciait vraiment de moi au-delà de mon argent. John se rassit dans le fauteuil, penché en avant, les coudes sur les genoux. Je ne te demande pas d'oublier ces 7 années. Je n'attends pas que tu effaces toute la douleur avec des excuses. Je demande juste une chance de faire les choses différemment à partir de maintenant. D'être le frère que je n'ai jamais été. L'oncle que les filles méritent. Claire essuya une larme qui coulait sur son visage. Pourquoi maintenant, John? Qu'est-ce qui a vraiment changé? J'ai changé, répondit-il simplement. Ou peut-être que je me suis juste retrouvé après avoir été perdu si longtemps. Je ne peux pas bien l'expliquer. Je sais juste que quand j'ai vu ces 2 petites filles affamées, quelque chose s'est réveillé en moi. Quelque chose qui était en sommeil depuis des années. Ils se turent à nouveau, mais cette fois, c'était un silence différent, moins tendu, plus réfléchi. La pluie s'était calmée, se transformant en une légère bruine qui tambourinait doucement contre la fenêtre. « Je ne sais pas si je peux tout pardonner si vite », dit finalement Claire. « Mais je vois que tu essaies. Et les filles, elles t'adorent. »« Je les aime », dit John, se surprenant de la facilité avec laquelle le mot « amour » sortait de ses lèvres. « Et je t'aime, Claire. Tu es ma sœur, ma seule famille. Je suis tellement désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le réaliser. » Claire ne dit pas qu'elle l'aimait aussi. Elle n'était pas encore prête pour ça. Mais elle hocha la tête, reconnaissant ses mots. « Qu'est-ce que tu veux, John? De nous? De cette reconnexion ?» C'était une question juste. John prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je veux faire partie de vos vies. Je veux aider, pas par pitié ou par culpabilité, mais parce que nous sommes une famille. » Il hésita un instant avant de continuer. « Et je veux proposer quelque chose. » Claire haussa les sourcils, curieuse. « Ma maison est trop grande pour une seule personne. Elle a 6 chambres, un immense jardin, une bibliothèque pleine de livres que personne ne lit. Elle est vide, sans vie. » John regarda sa sœur dans les yeux. « Je veux que vous veniez vivre avec moi. Toi et les filles. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent, clairement surprise par la proposition. « C'est fou, » répondit-elle automatiquement. « Pourquoi? Tu aurais de l'espace, du confort, de la sécurité. Les filles auraient leur propre chambre. Elles pourraient courir dans le jardin, utiliser la piscine. Tu pourrais retourner à l'école si tu le voulais, ou travailler dans quelque chose que tu aimes vraiment. Je ne veux pas de ta charité, John. »
Ce n'est pas de la charité, rétorqua-t-il fermement. C'est la famille. Cette maison appartenait à nos parents avant d'être la mienne. La moitié aurait dû te revenir de toute façon. Claire se mordit la lèvre, pensive. Je ne sais pas, John. C'est un très grand changement. Pense aux filles, insista-t-il doucement. À leur avenir. Aux opportunités qu'elles auraient. Ne serait-ce pas bizarre de vivre dans ta maison après avoir été séparés si longtemps? Probablement, au début, admit John. Mais nous pourrions essayer. Jour après jour. Construire quelque chose de nouveau. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle regarda vers le couloir qui menait à la chambre où dormaient les jumelles. John pouvait voir les pensées passer sur son visage. La tentation, la peur, l'espoir, la méfiance. Un bruit du couloir interrompit le moment. Sadie et Nora se tenaient à l'entrée du salon, les cheveux en désordre, les yeux endormis. « On n'arrive pas à dormir », dit Sadie. « Il pleut fort. »« On peut rester avec vous un petit peu ?» demanda Nora. Claire sourit, ouvrant les bras. « Venez ici, mes petites puces. » Les filles coururent vers le canapé, se blottissant contre leur mère. John observa la scène avec un sourire. La famille. Quelque chose de si simple et de si complexe à la fois. « De quoi vous parliez » demanda Sadie, curieuse comme toujours. Claire et John échangèrent un regard. « Oncle John m'invitait à quelque chose » répondit vaguement Claire. « Quelle chose » insista Nora. John hésita, regardant Claire comme pour demander la permission. Elle fit un petit signe de tête. « Je vous invitais à vivre dans ma maison » expliqua John. « C'est une grande maison, avec un jardin et une piscine. » Les yeux des jumelles s'écarquillèrent. « Une grande maison? Comme un manoir ?» demanda Sadie, fascinée. « Un peu, sourit John. »« Il y a une vraie piscine ?» voulut savoir Nora. « Oui. »« On peut y aller, maman ?» Sadie se tourna vers Claire, les yeux brillants. « S'il te plaît. »« C'est compliqué, ma chérie, » tenta d'expliquer Claire. « On a notre vie ici, votre école, mais ça doit être tellement plus cool là-bas, » argumenta Nora. « Et oncle John serait toujours avec nous. »« Vous auriez votre propre chambre, » ajouta John, « avec de la place pour tous vos jouets. »« Notre propre chambre ?» Sadie semblait ne pas y croire. « Oui, et Nora aussi. Vous pourriez en avoir une chacune si vous le vouliez, » expliqua John, « ou en partager une très grande. » Les jumelles se regardèrent, enchantées par l'idée. « S'il te plaît, maman, » plaida Nora. « On veut y aller. » Claire regarda ses filles, puis John. Il y avait de l'hésitation dans ses yeux, mais aussi une étincelle de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « J'y réfléchirai, » promit-elle. Ce n'est pas une décision simple. Les filles célébrèrent comme si c'était déjà un oui. John et Claire échangèrent un autre regard, qui en disait long sans mots. La proposition était sur la table. La graine était plantée. L'avenir, encore incertain, semblait un peu plus lumineux en cette nuit pluvieuse. Alors que les jumelles se rendormaient sur le canapé, entre leur mère et leur oncle, John réalisa quelque chose d'important. Quelle que soit la réponse de Claire, quelque chose avait changé cette nuit-là. Les mots difficiles avaient été dits, les blessures exposées, les regrets avoués. C'était un début, un nouveau départ. Et cela, pour l'instant, suffisait. Le déménagement dans le manoir de John apporta des changements importants. Les filles explorèrent avec délice chaque recoin de l'immense maison, coururent dans le jardin et s'adaptèrent rapidement à leur nouvelle école. Claire, cependant, se sentait encore comme une étrangère dans cet environnement luxueux, même après 2 mois. Progressivement, elle ajouta des plantes sur la véranda, des rideaux colorés dans la cuisine, de petites touches qui rendaient l'espace plus accueillant. Un samedi ensoleillé, Claire regardait Sadie et Nora jouer dans le jardin fraîchement rénové par John. Les filles couraient sur l'herbe, leur rire résonnant dans l'air. C'était bon de les voir ainsi, juste des enfants, sans le poids de la pauvreté sur leurs petites épaules. John s'approcha avec un plateau. « J'ai apporté de la limonade. Les filles doivent avoir soif. » Claire le remercia, mais alors qu'elle tentait de se lever, elle sentit le monde tourner. Un vertige soudain, plus fort que les précédents. Ses jambes cédèrent et tout devint noir. Quand elle reprit connaissance, elle était sur le canapé du salon. John lui tenait la main, le visage tendu d'inquiétude. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, la voix faible. « Tu t'es évanouie, » répondit John. « Tu as été inconsciente pendant presque 1 minute. »« C'est juste de la fatigue, » murmura-t-elle. «
Ça va aller. Ce n'est pas juste de la fatigue, rétorqua John. Nous devons voir un médecin. Où sont les filles? Avec Rosa. Elles n'ont rien vu. Je leur ai dit que tu te reposais. Claire hocha la tête, reconnaissante pour la discrétion. Je ne veux pas les inquiéter. Moi non plus, acquiesça John. Mais je veux que tu ailles bien. Nous allons chez le médecin, maintenant. Ils se rendirent dans une clinique de santé voisine. Claire refusa la clinique privée que John avait suggérée. Je n'ai pas besoin de luxe, juste d'un médecin. Le médecin examina Claire attentivement. Il mesura sa tension artérielle, vérifia ses yeux et posa plusieurs questions. Depuis combien de temps ressentez-vous ces vertiges? Demanda-t-il. Quelques mois, peut-être. D'autres symptômes? Soif excessive, fatigue, vision floue? Elle hocha lentement la tête. Parfois. Je pensais que c'était juste le stress. Ils firent un test de glycémie et quelques examens de base. John resta aux côtés de Claire tout au long du processus. 1 heure plus tard, le médecin les rappela. Madame Miller, votre taux de sucre dans le sang est très élevé. Je soupçonne un diabète, mais nous avons besoin de tests plus détaillés pour confirmer. C'est grave? Demanda John, tendu. Le diabète est une maladie sérieuse, mais elle est traitable. Avec un suivi approprié, des médicaments et des changements de mode de vie, votre sœur peut mener une vie normale. Sur le chemin du retour, John conduisit en silence. Claire regardait par la fenêtre, digérant la nouvelle. Tu vas t'en sortir, dit John. Nous nous occuperons de ça ensemble. Quand ils arrivèrent, les filles accoururent. Maman, où étiez-vous? demanda Nora. Nous sommes allés nous occuper de quelques affaires, répondit Claire avec un sourire forcé. Tout va bien ici? Oui, Rosa a fait des biscuits, s'exclama Sadie. Il y en a de gardés pour vous. Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies, John frappa à la porte de la chambre de Claire. Il la trouva assise dans le fauteuil près de la fenêtre. On peut parler? demanda-t-il. Claire hocha la tête. John s'assit sur le bord du lit. Comment te sens-tu? Bien, répondit-elle automatiquement. Puis, voyant le regard sceptique de son frère, elle soupira. En fait, fatiguée et un peu effrayée. C'est normal d'avoir peur. Claire se mordit la lèvre. Je ressens ces vertiges depuis des mois. Et cette soif, tellement de soif. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit pour boire de l'eau. Et des douleurs dans les jambes, des crampes. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je ne voulais inquiéter personne. Les filles ont déjà tant traversé. Claire essuya une larme. Et peut-être que je ne voulais pas paraître faible ou malade. Je ne voulais pas que tu penses que je me suis rapproché de toi uniquement pour ton aide. Claire, tu es la personne la plus forte que je connaisse. Élever 2 filles seules, sans aide, traverser des épreuves que je ne peux même pas imaginer, cela demande une force que peu de gens ont. Je veux que tu fasses ces tests, dit John. Pour toi, pour les filles. S'il te plaît. Claire hocha la tête. Je les ferai. Le lendemain matin, John avait déjà pris rendez-vous avec un spécialiste. Dans les jours qui suivirent, Claire subit plusieurs tests. John l'accompagna à chaque étape, réorganisant son emploi du temps. 1 semaine plus tard, ils étaient assis devant l'endocrinologue. Madame Miller, nous avons confirmé le diagnostic de diabète de type 2, dit-il. Votre glycémie est déréglée, ce qui explique les évanouissements et les autres symptômes. Claire serra la main de John. Est-ce quelque chose que nous pouvons contrôler? demanda-t-elle, la voix tremblante. Absolument. Avec les bons médicaments, une alimentation équilibrée et de l'exercice régulier, vous pouvez mener une vie tout à fait normale. Dans la voiture, Claire rompit enfin le silence. Je ne suis jamais allée régulièrement chez le médecin, tu sais. Même avant les difficultés financières. Après avoir été seule, eh bien, je n'avais pas l'argent. Les filles étaient la priorité, les vaccins, un pédiatre quand c'était possible. Je passais toujours en second. Je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un a pris soin de moi, admit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Depuis la mort de nos parents, depuis que David est parti, j'étais toujours celle qui prenait soin, jamais celle dont on prenait soin. John tendit la main vers celle de sa sœur. Ça a changé maintenant. Tu n'es plus seule. Dans les jours qui suivirent, John réorganisa la routine de la maison. Il parla au cuisinier d'un régime adapté aux diabétiques. Il acheta un lecteur de glycémie et apprit à l'utiliser avec Claire. Il fit des recherches sur le diabète, lut des articles et rejoignit des groupes de soutien en ligne.
Les filles remarquèrent les changements dans leur alimentation, mais acceptèrent l'explication simple, maman doit manger des aliments spéciaux pour devenir plus forte. À la surprise de Claire, elles adoptèrent le nouveau régime avec enthousiasme, voulant devenir fortes comme maman. Une semaine après le diagnostic, Claire observait à nouveau ses filles dans le jardin, cette fois avec un verre de thé non sucré à la main. John s'assit à côté d'elle. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. « Mieux » répondit-elle honnêtement. Les vertiges ont diminué et cette soif constante a disparu aussi. Le traitement fonctionne. Merci, John. Pour tout ça. Tu n'as pas à me remercier. C'est ce que fait la famille. Quand même, elle regarda son frère. Je n'aurais jamais pensé être ici. Quand les filles sont nées, quand David est mort, je pensais que je serais seul pour toujours. John sourit. Tu ne seras plus jamais seul, Claire. Je te le promets. Dans le jardin, Sadie et Nora leur firent signe, les appelant pour voir quelque chose qu'elles avaient découvert. Claire et John se levèrent ensemble, marchant vers les filles. Pour la première fois depuis longtemps, Claire se sentit vraiment prise en charge. Pas seulement physiquement, avec des médecins et des médicaments, mais émotionnellement. Elle avait de nouveau un foyer. Elle avait une famille complète. Les jours dans le manoir prirent un nouveau rythme après le diagnostic de Claire. Les matinées commençaient par la vérification de sa glycémie, suivie d'un petit déjeuner spécialement préparé. Les filles allaient à l'école en voiture avec un chauffeur que John avait insisté pour embaucher, malgré les protestations de Claire. « C'est plus sûr », argumenta-t-il, « et tu dois te reposer. » L'adaptation au traitement du diabète apporta une routine plus structurée pour tout le monde. Des heures de repas régulières, des promenades dans le jardin en fin d'après-midi, un sommeil adéquat. John surprit tout le monde, y compris lui-même, en réduisant considérablement ses heures au bureau pour être plus présent à la maison. « Tes employés ne se plaignent pas » demanda Claire un matin alors qu'il prenait le café sur la véranda. John sourit. « En fait, il semble soulagé. Je pense que j'étais un patron très exigeant et trop présent. » « Je n'en doute pas » plaisanta Claire, se souvenant du perfectionnisme de son frère depuis l'enfance. Ces petites conversations pendant les repas ou les promenades dans le jardin reconstruisaient l'intimité entre le frère et la sœur. Ils parlaient du passé, des souvenirs d'enfance, de leurs parents, des bêtises d'adolescents. Ils parlaient du présent, des filles, du traitement de Claire, des projets de John. Et lentement, ils commencèrent à parler de l'avenir. Un après-midi particulièrement agréable, ils étaient assis au bord de la piscine pendant que les jumelles nageaient avec des brassards sous l'œil vigilant de Rosa. Claire portait un chapeau de paille pour se protéger du soleil, une recommandation médicale pour ceux qui prenaient certains médicaments. « Elles adorent la piscine », commenta John, regardant ses nièces qui riaient et s'éclaboussaient. « Elles n'avaient jamais nagé avant », répondit Claire. Dans le quartier où nous vivions, la seule option était une piscine publique, lointaine, et je n'avais jamais le temps ni l'argent pour les y emmener. John hocha la tête, sentant le pincement familier dans sa poitrine en se rappelant les épreuves que ses nièces avaient traversées. Elles apprennent vite. Bientôt, elles nageront sans les brassards. Sadie est plus courageuse, observa Claire. Nora a encore un peu peur du grand bain. Comme nous, commenta John. Tu as toujours été l'aventurière, j'étais plus prudent. Claire sourit au souvenir. C'est vrai. Tu te souviens quand on allait au lac chez nos grands-parents ? Tu ne voulais pas entrer parce que tu avais peur de marcher sur quelque chose au fond. Et moi, je plongeais tête la première sans réfléchir. John rit. Certaines choses ne changent jamais. Le silence qui suivit était confortable, rempli uniquement par les rires des filles dans la piscine. John but une gorgée de son eau citronnée et regarda sa sœur d'un air pensif. « Je peux te poser une question ?» Claire se tourna vers lui. « Bien sûr. » À propos du père des filles ? John hésita, ne sachant s'il devait continuer. Claire regarda ses filles, un sourire triste sur les lèvres. « David, oui. Tu ne m'as jamais beaucoup parlé de lui. » Claire prit une profonde inspiration, s'ajustant sur la chaise longue. « Que veux-tu savoir ?»« Tout ce que tu es prête à me dire, » répondit John. « Comment il était, comment vous vous êtes rencontrés, seulement si tu veux en parler, bien sûr. » Claire resta silencieuse un moment, comme pour organiser ses pensées et ses souvenirs. C'était un homme très bon, John. Travailleur, honnête. Malgré toutes les difficultés, il était pauvre, mais il aurait tout fait pour nous. Malheureusement, il est mort dans un accident de voiture peu de temps avant la naissance des filles. J'ai dû tout affronter seul depuis.
John écouta en silence, avec un regard de respect et d'empathie. Il se souvint comment il avait jugé David sans même le connaître, se basant uniquement sur des préjugés concernant sa situation financière. On s'est rencontrés à l'université, continua Claire. Il travaillait au café du campus pour payer ses études. Il étudiait l'ingénierie, mais a dû abandonner en 3e année quand sa mère est tombée malade. Il a dû travailler à plein temps pour payer son traitement. Je ne savais pas, murmura John. Comment aurais-tu pu? Tu n'as jamais voulu le rencontrer. Il n'y avait aucune accusation dans la voix de Claire, juste une constatation. Il réparait des choses. Il avait un talent naturel pour ça. Après quelques emplois temporaires, il a trouvé un poste dans un garage automobile. Il ne gagnait pas beaucoup, mais nous étions heureux. Claire sourit au souvenir. Quand on a découvert que j'étais enceinte, il était si heureux, John. Il avait déjà acheté un ours en peluche avant même qu'on sache que c'était des filles. Et quand l'échographie a montré que c'était des jumelles, mon Dieu, il a tellement pleuré. La voix de Claire faiblit. John réalisa que malgré les années, la douleur de la perte était toujours là. L'accident s'est produit alors qu'il rentrait du travail par une nuit de pluie. Un camion a perdu le contrôle et a percuté sa voiture de plein fouet. Il est mort sur le coup. Claire essuya une larme. J'étais enceinte de 7 mois. Les filles sont nées un mois plus tard, prématurées. Je pense qu'elles ont senti ma douleur, mon chagrin. John ne savait quoi dire. Toute parole semblait insuffisante face à tant de souffrance. Il se sentit honteux de son jugement antérieur, de son arrogance en pensant qu'il savait ce qui était le mieux pour sa sœur. « Je suis tellement désolé, dit-il finalement. Pour tout. Pour ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. » Claire hocha la tête, acceptant ses excuses. David aurait été un père merveilleux. Parfois, je vois des traces de lui chez les filles. Le sourire de Sadie est identique au sien. Et Nora a la même façon pensive de regarder les choses. Elles savent pour lui les bases. Qu'il était bon, qu'il nous aimait, qu'il est allé au ciel avant leur naissance. J'ai quelques photos que je leur ai montrées. Quand elles seront plus grandes, je leur en dirai plus. John hocha la tête, pensif. Merci de partager ça avec moi. Claire sourit légèrement. Merci de demander. De vouloir savoir. Sans grand mot, John tendit simplement la main et serra fermement celle de Claire. Une promesse silencieuse qu'elle ne serait plus seule, que la famille était à nouveau réunie, même si incomplète. Le moment fut interrompu par les filles qui sortirent de la piscine, mouillées et souriantes. « Oncle John, regarde ce qu'on sait faire », s'exclama Sadie en sautant dans l'eau avec un petit plongeon. « Moi aussi », suivit Nora, imitant sa sœur avec moins d'habileté mais autant d'enthousiasme. John applaudit, sincèrement impressionné. « Vous nagez presque toute seule. »« C'est Rosa qui nous a appris », expliqua Sadie. Elle a dit qu'elle nageait dans une rivière quand elle était petite. Claire jeta un regard reconnaissant à la gouvernante, qui sourit timidement. Cet après-midi s'étira en rire et en jeu. Ils dînèrent ensemble sur la véranda, profitant du temps doux. Les filles racontèrent des histoires de l'école, firent des blagues absurdes qui firent rire tout le monde. C'était une scène simple et familière, mais pour Claire et John, elle représentait quelque chose qu'ils avaient tous deux perdu et redécouvert, un sentiment d'appartenance. Quand les filles allèrent enfin se coucher, épuisées par la baignade et les jeux, le frère et la sœur s'assirent dans le salon avec des tasses de thé. La télévision était allumée à faible volume, plus comme un bruit de fond qu'un divertissement. « Claire, » commença John en posant sa tasse sur la table basse, « je pense à quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, curieuse du ton sérieux de son frère. « À propos de l'éducation des filles. » Claire hocha la tête, attentive. « L'école où elles sont est bien, mais... » John hésita, choisissant ses mots. « J'ai fait des recherches et il y a un établissement dans le quartier central qui a un programme éducatif vraiment excellent. L'accent est mis sur les arts, les sciences, des activités extrascolaires variées. Ça a l'air génial, » commenta Claire. « Ça l'est. Je l'ai visité à l'improviste pour voir comment ça fonctionnait vraiment. J'ai été impressionné. » Claire sourit au geste typique de son frère, toujours méfiant. « Prudent, » corrigea-t-il en souriant également. « Bref, que penses-tu que les filles étudient » Claire hésita, sa tasse suspendue en l'air. « John, des écoles comme ça sont incroyablement chères. Même avec le travail que j'ai trouvé, je ne peux pas me permettre quelque chose de ce niveau. »
Claire avait récemment commencé à travailler à temps partiel comme assistante administrative dans une clinique médicale, un poste trouvé grâce à l'un des contacts de John, mais qu'elle avait obtenu par son propre mérite lors d'un entretien difficile. « Je sais, répondit John. C'est là que je veux aider. » Claire posa sa tasse sur la table, mal à l'aise. « Je ne sais pas, John. Tu fais déjà tellement de choses. La maison, le traitement médical. » « Claire, regarde-moi, plaida John en se penchant en avant. « Je ne fais pas ça par obligation ou par pitié. Je le fais parce que je le veux. Parce que je le peux. Parce qu'elle mérite toutes les opportunités possibles. Leur éducation est un investissement dans leur avenir. Et honnêtement, que vais-je faire de tout cet argent? Acheter plus de choses dont je n'ai pas besoin? » John sourit. « Laisse-moi faire ça, s'il te plaît. » Claire regarda son frère, étudiant son visage. Il n'y avait aucune condescendance, juste un désir sincère d'aider. « Tu as vraiment changé, commenta-t-elle finalement. « En mieux, j'espère. » Claire prit une profonde inspiration. « D'accord. Mais je veux d'abord la visiter. Pour voir si c'est un bon environnement pour elle. »« Bien sûr, » acquiesça John, excité. « Nous pouvons y aller demain. » Le lendemain matin, après le petit déjeuner, John les conduisit à l'école. C'était un bâtiment élégant mais accueillant, avec des terrains spacieux et des installations modernes. Les filles, qui ne connaissaient pas la raison de la visite, étaient curieuses et excitées. « C'est quoi cet endroit, maman ?» demanda Nora en regardant par la fenêtre de la voiture. « Une école, » répondit Claire. « On est venu visiter. »« C'est notre nouvelle école ?» demanda Sadie, toujours aussi perspicace. « Peut-être, » répondit John en échangeant un regard complice avec Claire. « Voyons d'abord si ça vous plaît. » Ils furent accueillis par la directrice, une femme d'âge mûr au sourire aimable et au regard intelligent. Elle les guida à travers les installations, des salles de classe spacieuses, des laboratoires bien équipés, une bibliothèque impressionnante, des terrains de sport, une salle de musique, un atelier d'art. Les filles étaient émerveillées par les livres, les jouets et les couleurs. Leurs yeux brillaient à chaque nouvelle découverte. Dans la bibliothèque, Sadie courut vers la section jeunesse, feuilletant avec révérence des livres illustrés. Dans la salle de musique, Nora joua timidement quelques touches sur le piano, enchantée par le son. « Je n'ai jamais vu autant de livres », chuchota Sadie à Claire. « Et ce piano est vrai ?» demanda Nora, impressionnée. La directrice expliqua le programme pédagogique, les activités extrascolaires et le système d'évaluation. Claire posa de nombreuses questions, toutes répondues avec clarté et patience. John observait l'interaction, heureux de voir sa sœur réellement impliquée dans le processus. « Et nous avons des places pour les deux dans la même classe, si vous préférez, » conclut la directrice, « ou dans des classes séparées si vous pensez que c'est mieux pour leur développement individuel. »« Ensemble, pour l'instant, » répondit Claire sans hésiter. Elles n'ont jamais été séparées. À la fin de la visite, la directrice les laissa seules pour discuter. Les filles étaient dans la salle de lecture, diverties par les livres et sous l'œil attentif d'une assistante. « Qu'en as-tu pensé ?» demanda John. « C'est incroyable, » admit Claire. « Bien mieux que n'importe quelle école dont j'aurais pu rêver pour elle. »« Alors ?» Claire regarda ses filles, si absorbées par les livres, si émerveillées par tout. Elle sentit une boule dans sa gorge en pensant à toutes les opportunités que cette école pourrait leur ouvrir. « Oui, » répondit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Si elles le veulent, bien sûr. » John sourit, serrant l'épaule de sa sœur en signe de soutien. « Demandons-leur, alors. » Ils s'approchèrent des filles, qui levèrent les yeux de leurs livres. « Alors, » commença John, « qu'avez-vous pensé de cet endroit ?»« C'est trop cool !» s'exclama Sadie. « Il y a tellement de livres et de jouets » ajouta Nora. « Et un grand piano. »« Vous aimeriez étudier ici ?» demanda Claire. Les jumelles se regardèrent, comme elles le faisaient toujours quand elles voulaient confirmer qu'elles pensaient la même chose. « On peut vraiment ?» demanda Sadie, incertaine. « Si vous le voulez, » répondit Claire. « On veut !» s'exclamèrent-elles à l'unisson en sautant de joie. Sadie serra sa mère fort dans ses bras, tandis que Nora se jeta dans les bras de John. « Quand est-ce qu'on commence ?» demanda Nora. « La semaine prochaine, si tout se passe bien avec l'inscription » répondit John. Les filles célébrèrent à nouveau, parlant en même temps de tout ce qu'elles voulaient apprendre et faire dans la nouvelle école. Claire regardait la scène, émue. Il y a quelques mois, elle pouvait à peine mettre de la nourriture sur la table. Maintenant, ses filles auraient accès à une éducation dont elle n'avait jamais rêvé.
Elle murmura un merci silencieux à John, qui hocha simplement la tête, comprenant l'importance du moment. Sur le chemin du retour, les filles ne pouvaient s'arrêter de parler de l'école, les livres qu'elles avaient vus, les jouets, la piscine intérieure où elles auraient des cours de natation, le cours de musique où elles pourraient apprendre le piano ou le violon. Claire regardait par la fenêtre de la voiture, observant la ville défiler. Elle pensa à David, à quel point il serait heureux de voir ses filles avec tant d'opportunités. Elle pensa à ses parents, qui avaient toujours valorisé l'éducation par-dessus tout. Elle pensa à elle-même, la jeune femme pleine de rêves qu'elle était autrefois. La vie avait été dure, avec des tournants douloureux et des pertes dévastatrices. Mais maintenant, enfin, il semblait qu'un nouveau chapitre commençait. Un chapitre de reconstruction, de guérison, de nouvelles possibilités. Une famille à nouveau. Pas exactement comme avant, ni comme elle l'avait imaginé, mais une famille quand même. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Claire s'autorisa à croire que l'avenir pouvait être radieux. 1 an s'était écoulé depuis que Claire et les filles avaient emménagé chez John. Une année de transformation, d'ajustement, et surtout, de guérison. Le manoir, autrefois silencieux et vide, débordait désormais de vie. Des rires résonnent dans les couloirs, de la musique enfantine joue dans le salon. Occasionnellement, des jouets oubliés apparaissent dans les endroits les plus improbables. Des poupées assises à la table de la salle à manger formelle, des blocs colorés dans le bureau de John, des livres pour enfants sur la table basse. Ce qui n'était autrefois qu'une structure imposante est devenu un véritable foyer. Dans le jardin, les fleurs que John avait plantées s'épanouissent dans des couleurs vibrantes. Rose, marguerite, tournesol créent un tapis multicolore qui enchante les visiteurs. Les filles ont leur propre petit lopin de terre pour cultiver des fraises et des tomates cerises, qu'elles récoltent fièrement pour le petit déjeuner. « Regarde, maman, c'est moi qui ai planté celle-là » s'exclame Nora chaque fois qu'elle trouve une fraise particulièrement rouge. Sadie, toujours compétitive, compare la taille de ses tomates à celle de sa sœur, la mienne est plus grosse aujourd'hui. Sadie et Nora fréquentent désormais l'école d'élite suggérée par John, mais elles restent les mêmes enfants douces et authentiques. Elles se sont rapidement adaptées, se sont fait des amis, ont découvert des talents et ont élargi des horizons autrefois limités par la pénurie. Sadie montre un don particulier pour la peinture, ses aquarelles décorent déjà plusieurs espaces de la maison, y compris le bureau de John. Nora a surpris tout le monde par sa facilité pour la musique, elle peut déjà jouer de petites mélodies au piano et a commencé des cours de violon. Chaque après-midi, quand elle rentre de l'école, c'est une explosion d'histoire. Monsieur Georges a dit que mon dessin est le meilleur de la classe. J'ai appris une nouvelle chanson au piano. On a fait une expérience avec des plantes. John et Claire écoutent avec un intérêt sincère, célébrant chaque petite réussite comme si elle était extraordinaire. Car pour eux, elle l'est vraiment. John, autrefois uniquement plongé dans le travail, équilibre désormais magistralement ses responsabilités professionnelles et familiales. Il a réduit ses heures au bureau, délégué plus de tâches et appris à dire non aux engagements inutiles. Même ses employés remarquent le changement. Le patron autrefois obsessionnel et perfectionniste sourit maintenant davantage, fait preuve de plus de patience et priorise ce qui compte vraiment. Il est devenu non seulement un oncle présent, mais une figure paternelle pour les jumelles. Le dimanche, c'est lui qui fait des crêpes pour le petit déjeuner, une tradition qui a commencé par hasard et qui est maintenant sacrée. Encore une, oncle John ? Demandent les filles et il ne dit jamais non, même lorsque la pile est déjà trop haute. Ne le dis pas au médecin de maman, chuchote-t-il en posant une autre crêpe dans l'assiette de Claire, qui feint l'indignation avant d'accepter avec un sourire complice. Claire s'est épanouie dans ce nouvel environnement. Son diabète est sous contrôle, la couleur est revenue sur ses joues et son sourire, autrefois rare, apparaît maintenant facilement. La femme qui semblait avoir vieilli prématurément sous le poids des épreuves a retrouvé la jeunesse et la légèreté que la souffrance lui avait volée. Elle travaille à temps partiel à la clinique médicale, où elle a gagné le respect et l'admiration de ses collègues pour son efficacité et son empathie. Elle a récemment commencé un cours de spécialisation en administration hospitalière, un vieux rêve qu'elle a enfin pu poursuivre. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, avait dit John lorsqu'elle hésitait à s'inscrire. Et il avait raison. Les soirées à la maison sont paisibles, remplies de petits rituels qu'ils ont construits ensemble. Dîner à table où chacun partage les événements de la journée, séance de lecture avant de dormir où même John participe, faisant des voix amusantes pour les personnages qui tirent des éclats de rire de ses nièces, conversation sur la véranda après que les filles se sont endormies, où le frère et la sœur parlent du passé, du présent, et de plus en plus, de l'avenir. La douleur qui a marqué leur vie n'a pas été oubliée.
Claire garde toujours une photo de David sur sa table de chevet et allume une bougie le jour de son anniversaire. Les filles posent encore des questions sur leur père de temps en temps, avides d'histoires qui relient leur vie à l'homme qu'elles n'ont jamais connu. John se sent toujours coupable des années perdues, des moments qu'il aurait pu partager. Mais ses douleurs se sont transformées, passant de blessures ouvertes à des cicatrices qui racontent des histoires de dépassement et de nouveaux départs. Un dimanche de printemps particulièrement ensoleillé, toute la famille est réunie dans le jardin. John a installé un barbecue et prépare des hamburgers en racontant de mauvaises blagues qui font rire tout le monde, non pas des blagues elles-mêmes, mais de la manière maladroite dont il les raconte. Rosa, la gouvernante qui est devenue partie intégrante de la famille, apporte une carafe de limonade fraîche et des biscuits faits maison qui sont dévorés en quelques minutes. Claire, assise sur une chaise longue, regarde ses filles courir parmi les fleurs. Elle porte une robe légère, les cheveux lâchés au vent, les pieds nus sur l'herbe. Elle a l'air plus jeune, plus légère. Le poids du monde n'est plus exclusivement sur ses épaules. « Es-tu heureuse ?» demande John en s'asseyant à côté d'elle. Claire sourit, un sourire sincère qui illumine ses yeux. « Je le suis. Je ne me souvenais même plus de ce que c'était. » À l'intérieur de la maison, dans le salon principal, deux images contrastées partagent le mur. Le vieux tableau de la famille Miller, restauré et amoureusement encadré, montre leurs ancêtres formels devant le domaine de campagne. À côté, un dessin coloré fait par Sadie à l'école. 4 bonshommes allumettes, trop petits, trop grands, se tenant la main sous un ciel bleu où brille une étoile dorée. « C'est papa qui nous regarde depuis le ciel », avait-elle expliqué en rapportant le dessin à la maison. Ils ne sont pas une famille parfaite ou conventionnelle. Ils sont une famille reconstruite sur les cendres de la perte et des erreurs, recousue avec des fils de regret, de pardon et de seconde chance. Ils sont réels, avec des aspérités et des imperfections, mais profondément heureux dans la simplicité d'être ensemble. L'amour, enfin, avait retrouvé son chemin. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de monde. À la prochaine.